à tous, merci pour votre présence. Comme vous le savez, nous sommes aux Assises de la Transition. C'est une étape importante pour notre territoire. Nous savons que l'évolution de notre territoire est imminente et que l'on doit changer éventuellement nos pratiques et aussi une grande évolution pour nos métiers. Donc, il nous semblait important, à nous, territoires, d'accompagner à la fois les entreprises, mais aussi les employés de nos territoires à une montée en compétences et aussi à améliorer et à découvrir des métiers que l'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des métiers d'avenir. Et nous avons des opportunités importantes qui arrivent ou qui sont déjà là, comme j'aperçois H2V qui est présent et puis d'autres métiers que nous avons besoin de vous faire découvrir. Et le rôle de la collectivité est justement d'accompagner les jeunes et les moins jeunes à la découverte de ces métiers, à une évolution au niveau des compétences de chacun. Donc cette table ronde va être l'occasion à certaines entreprises qui œuvrent sur des champs un petit peu différents et que nous n'avons pas encore sur le territoire, de se présenter et de présenter leurs métiers et leurs besoins. Et nous pourrons accompagner à la fois la formation et l'information aussi des habitants du territoire. Voilà, je passe la parole à monsieur. Guillaume Folléa du Carrefour. Bien, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Guillaume Folléa du Carrefour F de Normandie et puis j'ai la charge donc d'animer cette conférence qui va se passer en 2 temps. Un premier temps qui sera consacré à la thématique énergie et un second temps qui sera consacré à la thématique déchets et environnement. Alors pour ce premier temps, je vais appeler à la tribune 4 personnes. Donc Madame Imbert de H2V Industrie, Christophe Antoine du lycée Pierre de Coubertin, François-Xavier Dugripon de l'entreprise Viria et Monsieur Frédéric Paquet du campus Seine. Je vais donc nous allons commencer notre discussion avec Madame Audimbert de H2V. Et je crois qu'il y a une petite vidéo qui vient en entame de votre présentation. Donc si cette vidéo pouvait... Voilà. L'hydrogène est l'élément chimique le plus simple, le plus léger et le plus répandu dans l'univers. Sur la Terre, le méthane est formé de carbone et d'hydrogène. L'eau est constituée d'oxygène et d'hydrogène. Pour obtenir de l'hydrogène pur, il faut donc l'isoler. En France, 94% de l'hydrogène est produit à partir d'énergies fossiles. Il est avant tout utilisé dans le secteur industriel. Un hydrogène plus propre nécessite une filière de production décarbonée grâce à de nouveaux procédés tels que le captage de CO2, la gazéification ou pyrogazéification, ou l'électrolyse de l'eau à partir d'électricité issue d'énergies renouvelables. L'hydrogène carboné est utilisé dans l'industrie chimique, spatiale et pour le secteur pétrolier. Aujourd'hui, les nouveaux modes de production décarbonés ouvrent la voie à des applications variées. En Normandie, de nombreux projets sont en cours autour des nouvelles applications de l'hydrogène, et notamment pour une mobilité plus propre.
Les employeurs sont principalement en attente de techniciens de niveau Bac+2 sur des spécialités industrielles. Il s'agit donc de métiers classiques de l'industrie sur lesquels un vernis de connaissance de l'hydrogène serait très apprécié. À chaque maillon de la filière hydrogène, les acteurs relèvent des difficultés de recrutement déjà très présentes. Les acteurs de la filière ont des attentes par rapport aux connaissances et compétences nécessaires à leurs collaborateurs. Elles pourraient se classer en 4 grandes actions: connaître, comprendre, agir et prévenir. Au-delà des salariés de la filière hydrogène, différents types de publics peuvent être concernés par ces 4 grandes actions. En France, les acteurs de l'hydrogène ont de nombreux défis à relever pour continuer à construire une filière viable et implantée dans les territoires. D'ordre technologique, économique et politique, ces défis ont un impact direct sur la structuration de la filière en termes de métiers et de compétences. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter l'intégralité de l'étude sur notre site. Merci. Donc, Madame Audimbert, je vais commencer par vous demander de vous présenter, et présenter brièvement votre entreprise avant d'entamer la discussion. Alors, bonjour à tous. Donc, Audimbert, moi je suis chef de projet développement chez H2V. Et donc, H2V est une société qui développe, conçoit et construit des usines de production d'hydrogène par électrolyse de l'eau et électricité renouvelable, donc ce qu'on appelle de l'hydrogène renouvelable, qui a été présenté rapidement dans cette petite vidéo. Et je m'occupe justement du développement de ces projets et de toutes les relations institutionnelles qui sont nécessaires pour ça. Merci. Alors, ma première question est une question de définition pour que chacun soit au même niveau d'information. Qu'est-ce que c'est que l'hydrogène ? Alors, l'hydrogène, c'est une molécule, la plus petite molécule chimique qui existe et qui est présent dans l'atmosphère, mais pas tout seul. Donc en fait, quand on veut utiliser uniquement de l'hydrogène, il faut le produire de différentes manières. Elles ont été citées très rapidement. L'inconvénient de la méthode habituelle, classique, à partir d'hydrocarbures, c'est que ça émet du CO2. Donc l'enjeu pour la transition énergétique auquel veut participer H2V, c'est de produire cet hydrogène de manière décarbonée, donc à partir d'électrolyse de l'eau et d'électricité renouvelable. Qu'est-ce que l'hydrogène aujourd'hui, quelle place il a dans l'ensemble des technologies décarbonées Alors, donc voilà, il peut justement servir à décarboner certains procédés chimiques, là où, en fait, aujourd'hui, l'hydrogène est déjà utilisé, on l'a dit, dans la pétrochimie, dans la chimie, mais c'est de l'hydrogène qui est produit à partir d'hydrocarbures. En le remplaçant par de l'hydrogène renouvelable, on permet de réduire les émissions de CO2 de cette industrie. Donc ça, c'est une première application. Il y a des industries qui aujourd'hui n'utilisent pas d'hydrogène et utilisent d'autres types de procédés, d'autres gaz qui pourraient utiliser de l'hydrogène et là aussi également réduire leurs émissions de CO2 par ce biais-là. Et enfin, il y a le sujet des transports, puisque aujourd'hui, il existe des véhicules et il existera probablement dans l'avenir davantage de véhicules qui peuvent fonctionner avec de l'hydrogène. Donc là aussi, on roule sans émettre de CO2 ou de particules, juste en rejetant de l'eau. Alors, puisqu'on a des lycéens, je pense, et lycéennes dans la salle, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos métiers et quelles sont les perspectives en termes de métiers et d'emploi pour ces activités liées à l'hydrogène propre, donc? Alors, il y a différents secteurs, hein, on l'a vu dans la vidéo, la production, la distribution, le stockage, l'utilisation. En termes de production pure, on est sur des métiers qui existent déjà, qui sont assez proches de métiers existants, puisqu'il y a déjà de la production d'hydrogène, même si c'est par d'autres méthodes. Ceci étant, dans tous ces métiers de la production, il y a des besoins de connaissances spécifiques sur l'électrolyse ou sur l'hydrogène ou sur l'électricité, puisque l'électricité est une part importante du procédé d'électrolyse. Et donc, on a besoin que les personnes qui viendront travailler dans ces usines aient cette compétence-là.
Et si on regarde de manière un petit peu plus large, je l'ai dit, il y a des nouveaux usages pour l'hydrogène. Qui dit nouveaux usages dit plus de production. Et donc, on aura aussi besoin de davantage de compétences, davantage de personnes pour ces nouveaux sites de production qui sont différents des sites existants aujourd'hui. Et puis, sur tous les autres maillons de la chaîne, bien sûr, il y aura besoin de compétences. Donc, puisque aujourd'hui, les véhicules, entre un véhicule thermique et un véhicule électrique ou un véhicule hydrogène, il y a des différences. Donc, c'est aussi ça représente également des emplois et des compétences. Et puis, Prenez-un autre, apparemment, celui-ci est... J'ai trop parlé, ça doit être pour ça. Non, vous êtes bien. Non. Et donc, oui, alors ça, c'est de manière assez générale sur les emplois, en termes de compétences, de métiers derrière. Donc, dans la production, qui est ce que je connais le mieux, comme on l'a dit, c'est des métiers assez classiques, d'opérateurs, de pilotes, de maintenance, mais également... il y a également des emplois dans la recherche, comme on l'a dit, dans mécanique sur des véhicules. Et puis, il y a un sujet que je veux juste aborder en passant, mais qui me semble important. Au-delà des diplômes spécifiques et qui sont importants pour avoir ces métiers-là, voilà, c'est mieux. Il y a la question des savoir-être et des attitudes, puisqu'aujourd'hui, on sait bien que il y a la moitié des métiers qui existeront dans 20 ans ou presque n'existent pas aujourd'hui. On ne sait pas à quoi ils vont ressembler. Donc, avoir cette curiosité, cet intérêt pour découvrir de nouvelles choses et rester informé, rester formé avec la formation continue, c'est un point très important également. Merci. Donc des métiers des métiers traditionnels de l'industrie, mais avec une coloration forte. Et un engagement, voilà. Et un engagement fort en termes de savoir-être notamment. Je pense qu'on l'abordera après avec les autres invités. Dernière question. H2V, l'entreprise H2V est à l'origine, d'après ce que j'avais compris, d'une dynamique locale et régionale importante. Alors, d'abord, pourquoi est-ce que vous êtes venu en Normandie? Pourquoi sur ce territoire? Et qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'écosystème local et régional, donc dans les acteurs locaux, dans les différentes structures intervenant sur le champ de l'emploi et de la formation pour accompagner votre développement? Alors, je pense que cet endroit où nous sommes et cette initiative et cette table ronde illustrent parfaitement toutes les raisons pour lesquelles on est ici et tout ce qu'on a pu trouver dans cet écosystème. On est venu en Normandie d'abord parce que c'est là qu'il y a des industriels, il y a des consommateurs, il y a une envie aussi vers la transition énergétique, il y a des énergies existantes, il y a des compétences. Et sur le territoire, on a été très bien accueillis et accompagnés par à la fois les services de l'agglo, la région, l'État, sur tous les sujets. Donc sur des sujets industriels de développement classique et également sur les sujets de la formation. Donc avec la Maison des compétences qui est présente, avec le lycée Pierre de Coubertin, le campus Seine, puisque effectivement, en rencontrant tous ces acteurs, en discutant des enjeux et des difficultés qui sont soulignées dans cette vidéo, on s'est réunis, on s'est demandé ce qu'on pouvait faire, et dans une pizzeria, puisqu'il faut raconter toujours cette petite histoire-là, a été construit pour la première fois ou proposé l'idée de cette H2 Academy et de formation avec un vernis hydrogène, comme on dit, autour de ces métiers, de cette filière, puisque au-delà de simplement des recrues d'H2V, il y a une filière hydrogène complète qui a déjà besoin de compétences et qui en aura encore plus besoin demain. Merci. Donc, vous l'aurez compris, donc il y a toute une filière économique qui est en train de se constituer, et la transition est toute trouvée avec Monsieur Christophe Antoine du lycée Pierre de Coubertin. Je crois qu'il y a un diaporama pour vous, enfin en tout cas une slide. Monsieur Antoine, je vais vous demander de vous présenter aussi en quelques mots, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc moi, Monsieur Antoine, je suis le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée Pierre de Coubertin à Bolbec. Je pense que les élèves connaissent très bien l'établissement puisqu'ils en sont issus. Voilà. Merci. Alors, Monsieur Antoine, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que votre établissement s'est saisi de l'enjeu de la transition énergétique dans son offre de formation et par son offre de formation? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le territoire est en train d'évoluer sur des facteurs transversaux du type la transition numérique, mais aussi la transition énergétique.
Et le lycée Pierre de Coubertin appartient à ce territoire. Donc on fait partie de cette dynamique. Donc nous, l'objectif, c'est sur l'impulsion de la communauté. Le micro un tout petit peu plus précis, s'il vous plaît. Merci. Sur l'impulsion de la communauté d'Aglo et de la région. Donc on a été amené à ouvrir un BTS maintenance des systèmes énergétiques et fluidiques, coloration hydrogène. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, nous décrire le banc pédagogique que vous avez mis en place, consistant précisément à mettre en œuvre les équipements nécessaires pour pouvoir apprendre les métiers d'hydrogène, oui, avec alors, les éléments qui... Je ne sais pas si c'est la diapositive qui apparaît. C'est la diapo qui arrive? Voilà. Je vous laisse la commenter. Elle est là. Oui. Alors tout d'abord, je voudrais faire un point sur les compétences, parce que selon la définition qu'on donne à une compétence, on peut voir que le matériel pédagogique prend tout son sens. Si on part du principe qu'une compétence pédagogique, alors j'ai noté ici, c'est la mobilisation de ressources qui permet d'effectuer une tâche complexe avec une finalité explicite appartenant à une famille de situations, et le mot important ici c'est famille de situations, on comprend bien qu'il est nécessaire de proposer aux étudiants des activités d'apprentissage sur des équipements ayant les mêmes caractéristiques que les équipements industriels. Donc moi, quand on m'a demandé de travailler sur un banc pédagogique hydrogène, bon ben finalement, je me suis dit quel est l'écosystème qui va être mis en place. C'est bien simple. L'écosystème, c'est on produit de l'hydrogène, on le stocke, on le distribue, on le consomme. Ben finalement, c'est quoi? C'est une chaîne de l'énergie. Donc je suis parti de cette chaîne de l'énergie. Au départ, on part bien sûr d'électricité verte, on peut appeler ça comme ça, hein, c'est des panneaux solaires. De ces panneaux solaires, donc moi, sur le banc pédagogique, j'ai demandé à ce qu'il y ait un système photovoltaïque complet, c'est-à-dire un système de stockage électrochimique, c'est des batteries. Derrière, un onduleur. Un onduleur permet, parce que des panneaux solaires fournissent de l'énergie, une tension continue. Un onduleur permet de fournir une tension sinusoïdale. Derrière, cette énergie électrique rentre dans un électrolyseur. Un électrolyseur permet, par l'électrolyse de l'eau, de produire de l'hydrogène. Cet hydrogène, donc, il y a un bloc fonctionnel qui s'appelle donc électrolyseur, dans lequel il y a un réservoir, un électrolyseur et un dryer. Alors un dryer, c'est un sécheur. Ça va purifier cet hydrogène-là. Cet hydrogène, après, on va le stocker dans des bouteilles. Et ensuite, cet hydrogène, une fois qu'il est stocké, au moment où on en a besoin, on l'injecte dans une pile à combustible. Et la pile à combustible, c'est un système qui permet, à partir de l'hydrogène, de reproduire, de refaire de l'électricité. Voilà. Donc ça, c'est le banc pédagogique. Alors, juste pour la petite histoire, ce matin, j'étais en réunion de chantier. On est en train de travailler sur l'installation de ce banc pédagogique. Alors, il y a énormément de compétences sur l'environnement, la sécurité, parce qu'il y a une norme, il y a des contraintes de sécurité. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. Et finalement, c'est un banc qui est extrêmement complexe. Et ce qui est demandé aux étudiants par rapport à ce banc, c'est vraiment de connaître cette chaîne de l'énergie, de savoir faire des maintenances de niveau 1 et de piloter cette chaîne. Donc de la piloter même en mode dégradé. Imaginez que vous êtes dans un avion et il y a un souci, ben vous devez quand même être capable de piloter l'avion. Voilà, donc c'est ce qui est demandé aux étudiants. Donc on est en train de créer un pôle électrotechnique plus spécifique sur tout ce qui est l'énergie électrique, un pôle hydrogène et ensuite un pôle maintenance mécanique, parce que l'idée c'est quand même d'avoir des étudiants qui vont s'insérer sur le territoire. Ils ne vont pas forcément aller vers l'hydrogène. Mais voilà, on essaye vraiment de répondre aux besoins du territoire au travers de cette formation. Merci. Donc vous avez des lycéens là dans la salle. Si vous deviez les convaincre de venir s'inscrire dans votre BTS dans le cadre de la poursuite de leurs études, qu'est-ce que vous leur diriez? L'avenir. L'avenir. Oui, mais il faut être clair. Les hydrocarbures, c'est un élément important de notre économie, mais ça va forcément un jour s'atténuer. Ensuite, on parle de voitures électriques. Enfin, là, je vous dis ce que je pense. Hein. Il y a des voitures électriques, il y a des batteries, certes, mais un jour ou l'autre, les batteries sont faites sur la base de ressources qui vont tôt ou tard s'épuiser. Et puis, au niveau recyclage, comment on fait? Moi, je pense que l'avenir, peut-être d'ici 30 ans, ce sera l'hydrogène, à la fois pour les véhicules, à la fois pour les maisons. Donc, on peut tout à fait imaginer une maison individuelle avec des panneaux solaires. Parce qu'en fait, l'hydrogène, on peut le stocker. Quelque part, c'est ça. Quand vous produisez de l'électricité avec des panneaux solaires, vous ne stockez pas l'électricité. Donc, comment on peut faire pour le stocker? Derrière, on fait une électrolyse de l'eau, c'est une réaction chimique. On obtient un produit qui est de l'hydrogène, et cet hydrogène, on le stocke. Et on peut le consommer à besoin. Merci. Merci pour votre intervention. Je vais passer la parole maintenant à Monsieur François-Xavier Dugripon,
de l'entreprise Viria, et je vais vous demander de bien vouloir vous présenter. Alors, juste un petit élément un petit technique, c'est tenez bien votre micro, non pas en bas, mais au milieu ou au-dessus, pour éviter que les ondes soient empêchées, et bien proche du micro. Donc, Monsieur Dugripon, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et présenter votre entreprise? Oui, donc François-Xavier Dugripon, bonjour à toutes et à tous. J'ai 25 ans d'expérience dans l'énergie, je suis ingénieur en mécanique des fluides. Aujourd'hui, je suis directeur général de Viria. Et je crois qu'on a une diapositive pour présenter l'entreprise en 2 mots. Donc Viria, c'est une entreprise qui intervient dans 3 activités en fait. L'activité de l'électricité, l'activité du chauffage et l'activité de la climatisation. Et on intervient sur les 2 métiers, des travaux et de la maintenance. Viria, c'est 180 personnes en Normandie. On intervient dans 2500 copropriétés, peut-être chez vous, peut-être dans votre lycée, où on va maintenir le système de production d'eau chaude, le système de chauffage, et on va le faire évoluer par rapport aux transitions dont on est en train de parler. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Moi, je voudrais prendre un pas de recul, en fait, par rapport à ces sujets de l'énergie, et peut-être regarder sur la diapo suivante. C'est ça, c'est la question que j'allais vous poser pour pouvoir c'est en quoi l'énergie est un enjeu pour l'humanité? Oui, je pense que quand on parle d'hydrogène, quand on parle de formation, encore une fois, il faut se poser la question de, au fond, comment et qui consomme de l'énergie. Moi, j'aime bien cette planche qui est produite à partir de données de la Banque mondiale par l'ONU. Et donc, on voit en abscisse l'intensité énergétique consommée par habitant dans les différents pays de la planète. Et en ordonnée, on reprend l'indice de développement humain, qui est un indicateur synthétique qui permet d'évaluer, encore une fois, le développement dans un pays. Donc ça intègre la formation, la santé, tout un tas d'éléments. Et chaque bulle, en fait, correspond à la population d'un pays. Plus la bulle est grosse, évidemment, plus la population du pays est importante. Ce qu'on voit sur ce graphe, en réalité, c'est qu'on a une corrélation parfaite entre la disponibilité d'énergie qu'il y a dans un pays donné et l'indice de développement humain. Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ça veut dire que, bien sûr, il faut être sobre. Enfin, ceux qui parlent d'être sobre, ce sont ceux qui sont tout à droite de la courbe et qui sont en train d'atteindre une asymptote. Et on voit bien, effectivement, que quand on arrive au niveau de l'Union européenne ou des États-Unis, de continuer à être plus intense en énergie, ça fait plus progresser l'indice de développement humain. En revanche, le défi qu'on a collectivement, c'est que les pays en voie de développement, ils vont doubler, tripler l'intensité énergétique. Et donc, dans les 30 ou 40 ans qui viennent, on peut prendre le problème dans le sens qu'on veut, c'est pas la croissance de la population mondiale qui va faire qu'on va augmenter notre consommation d'énergie. C'est l'augmentation du développement humain. C'est le fait qu'on va construire des transports, qu'on va construire des hôpitaux, qu'on va construire des écoles, évidemment pas ici à Bolbec, mais en Inde, en Afrique, en Amérique du Sud, et globalement, notre besoin en énergie, il va doubler dans les 30 ans qui viennent. Et encore une fois, c'est pas la croissance de la population, c'est l'amélioration du niveau de vie de chacun. Et donc, la question, c'est comment on va décarboner ces usages. La question, c'est évidemment comment on va être plus sobre. Ceux qui sont à droite de la courbe, ils ont des enjeux de sobriété, mais c'est pas un enjeu général. Et l'efficacité énergétique, on en fait depuis toujours. Vos prédécesseurs sur les bancs du lycée, mes collègues ont fait de l'efficacité énergétique tous les jours. On a des installations de chauffage qui sont beaucoup plus économes que celles qu'on avait il y a 10 ou 20 ans. On est en train d'isoler les bâtiments. On n'a pas commencé, ou on va pas commencer demain à faire des économies d'énergie. On va continuer à faire des économies d'énergie, mais on va compenser l'appétit plus grand qu'on a sur la planète. Donc 2 enjeux, continuer à faire de l'efficacité énergétique et décarboner notre énergie. Alors comment on décarbone? Alors justement, oui, on va parler un petit peu d'électricité. Comment on décarbone? En fait, l'énergie du XXIe siècle, ce sera l'électricité. Ce sera l'électricité parce qu'on est de plus en plus digitaux. Et l'électricité, évidemment, c'est le bon vecteur énergétique pour répondre à cette digitalisation de l'environnement dans lequel on se trouve. On parlait de voitures électriques. Moi, je ne sais pas si elles vont se développer ou pas. On est en train de constater qu'elles se développent et évidemment, ça va faire des usages supplémentaires. On parle de réchauffement climatique. Réchauffement climatique, ça veut dire qu'on va devoir climatiser.
On va devoir rafraîchir. Et ça, c'est aussi de la consommation d'électricité. Il y a un débat sur l'évolution de la consommation d'électricité, ne serait-ce qu'en France. On parle beaucoup en ce moment dans les médias du rapport RTE. Certains d'entre vous ont peut-être entendu ces mots-là. Donc RTE, c'est le responsable du réseau de transport d'électricité, mais c'est surtout le responsable de l'équilibre du réseau électrique et qui donc fait les prévisions à court terme, à moyen, à long terme de l'équilibre entre ce qu'on injecte sur le réseau et ce qui est consommé sur le réseau. Et si on compare à droite la vision de RTE à 30 ans, RTE nous dit qu'on va augmenter de 50% notre consommation d'électricité en France. Et effectivement, il y a des nouveaux usages qu'on voit arriver, encore une fois, la voiture électrique, le digital. D'un autre côté, Negawatt, qui est une association, je dirais, pro-environnement, elle fait des scénarios d'évolution de la consommation d'électricité qui sont en décroissance. Alors on voit là un zoom qui est fait sur le secteur tertiaire, un zoom qui est fait sur le secteur résidentiel, et vous voyez ces barres oranges qui sont des barres qui sont qualifiées de sobriété. On ne nous dit pas comment on fait cette sobriété qui compte pour presque la moitié des consommations actuelles. Et donc au fond, il y a un choix politique qui est très fort, moi qui m'appartient pas, mais on voit bien qu'il y a un débat avec des solutions qui sont pas les mêmes et des projections qui sont pas les mêmes pour dire comment va évoluer notre consommation d'électricité. Et selon vous, qui a raison? Moi, peut-être la diapo d'après est intéressante. Au fond, ce qui est intéressant, c'est que on va avoir, je pense, une conversion de l'usage énergétique actuel qui est à 50% sous forme chaleur. Et cette chaleur, elle est produite à partir essentiellement d'énergie fossile, que ce soit du gaz, du fioul, un peu de bois certes, mais majoritairement des énergies fossiles. On va aller vers davantage d'utilisation de l'électricité. Et pour une raison toute simple, c'est une raison économique. Sur cette diapositive, je présente en fait le coût de production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques, à gauche. L'unité est en dollars par mégawattheure produit. Et donc là, la courbe commence en 2015. Si on remonte un peu en arrière, en 2000, ça coûtait 600 € du mégawattheure pour faire 1 mégawattheure photovoltaïque. On est aujourd'hui, alors le dollar il est à 1,10, on est aujourd'hui à 45 € en Europe pour faire 1 mégawattheure d'électricité. L'éolien a subi aussi une rupture de coût dans les années 2010. On est aujourd'hui, pareil, de l'ordre de grandeur, on est entre 45 et 50 € du mégawattheure qui sort d'une éolienne. Ça veut dire que le coût de production des énergies renouvelables électriques, de l'électricité renouvelable, il est devenu inférieur au coût que j'avais avec des grosses centrales, donc un effet d'échelle optimisé, et un réseau déjà construit. Donc évidemment, on va avoir envie de consommer de plus en plus d'électricité puisqu'elle va être de moins en moins chère. Ce qui nous bloquait, on parle d'hydrogène, là j'ai pas de diapositive sur l'hydrogène parce que c'est une énergie, ou plutôt c'est un vecteur énergétique émergent. Le concurrent de l'hydrogène, c'est les batteries. Et ce qui se passe sur les batteries depuis 7 ou 8 ans, c'est que le coût de stockage de l'électricité dans une batterie a été divisé par 3. Et donc, moi, ce que je ne sais pas, c'est si c'est l'hydrogène, la batterie qui va gagner le match. D'ailleurs, probablement, il y a de la place pour les deux. Ce qui est très probable, en tout cas, c'est que c'est l'électricité qui va se développer au détriment des autres usages énergétiques, des autres vecteurs énergétiques. Alors, on voit bien qu'il y a une perspective effectivement encourageante et très large. Si on parle métier maintenant, métier et emploi, puisque cette perspective est là, vous l'avez dite, avec des données qui sont objectives. Quelles sont les perspectives pour les métiers et les emplois, pour les activités liées à l'électricité, à la maintenance des équipements, etc. et pour votre entreprise en particulier sur le territoire? C'est une excellente question. Vous imaginez bien quand on est une entreprise de chauffage, une entreprise d'installation électrique, que cet environnement en fait nous percute directement. Faire du chauffage, c'est un métier de toujours, donc c'est un métier d'avenir, mais c'est aussi un métier d'aujourd'hui. Hier, on avait des plombiers, des chauffagistes qui entretenaient des chaudières au charbon. On n'en a plus aujourd'hui. On a encore un certain nombre de chaudières au fioul, et on ne va pas les jeter à la poubelle demain matin. Il faut continuer de savoir les entretenir. On a de plus en plus de chaudières au gaz. Ce qui change dans nos métiers, c'est qu'on a surtout de plus en plus de digital.
on a des alarmes, on a des optimisations de systèmes, et donc on a non seulement avoir les compétences techniques classiques, de mécanique, d'électricité, mais aussi on doit complètement maîtriser les outils digitaux, les outils de reporting, les outils de mesure. Et donc, si je regarde notre courbe de recrutement, elle a doublé sur les 3 dernières années. En fait, la transition énergétique, ça coûte plus de personnel. Ça coûte plus de personnel parce qu'on mesure plus, parce qu'on pilote mieux, et ça, on le fait pas avec moins de monde, en fait. On le fait avec plus de monde, avec des gens comme vous, mieux formés, formés non seulement aux métiers techniques d'hier, mais aussi formés à la compréhension des enjeux du système pour pouvoir faire des économies d'énergie, accompagner les clients à mieux utiliser l'énergie pour en consommer moins. Donc on embauche, on va continuer à embaucher, on fait de l'alternance, et c'est d'ailleurs un des sujets, on est engagé avec, on en parlera juste après avec le campus et le campus hydrogène. On a aujourd'hui 5 alternants. On pourrait en prendre 2 fois plus, des alternants. On manque de candidats. Et pour nous, l'alternance est un excellent levier de formation et de recrutement, parce qu'on peut, je dirais, faire le lien avec les formations que vous avez dans les établissements scolaires ou post-bac, et leur apporter aussi les enjeux qu'on a dans l'entreprise en termes de rigueur et de concret qu'on a sur nos installations. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, il y a du travail à venir. Je ne sais pas s'il y a des CFA dans la salle ou si, non, que des lycées techniques ou pro. Il n'y a pas de CFA. D'accord. Bon, enfin en tout cas vous avez compris le message. Il y a du travail. Merci, Monsieur Dugripon. Je vais laisser la parole à Monsieur Frédéric Paquet, donc du campus Seine pour Campus d'Excellence Internationale Normand des énergies. Je vais vous laisser vous présenter en 2 mots avant de vous interroger sur quelques questions. Monsieur Paquet, à vous. Merci à vous. Je suis désolé, je suis un peu dans votre dos. Pas de souci, pas de souci. Bonjour à vous, bonjour à tous. Moi, je suis vraiment ravi d'être ici. Je vous remercie pour l'invitation et je suis ravi de voir l'auditoire avec tous ces jeunes qui sont ici. Alors, d'abord, je vais me présenter, après, je continuerai la petite histoire. Donc, moi, je suis Frédéric Paquet, donc je dirige le CEN, le Campus d'Excellence Internationale des Énergies, et c'est vrai que pour se présenter, on pourrait peut-être présenter le teaser du campus. Il y a une petite vidéo. Voilà, on vous présente le teaser, ça dure 2 minutes. Vous allez voir, ça résume ce qu'est le campus.
Alors, donc avant d'aborder ce que c'est l'apport d'un campus pour la région, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce qu'il est né, qu'est-ce que c'est d'abord et comment est-ce qu'il est né ce campus des métiers? Alors, un campus des métiers et des qualifications, c'est un dispositif coporté par l'État, la région et un groupement industriel qui a comme ambition en tout cas en Normandie, de créer des lieux incarnant pour nous le mix énergétique bas carbone, donc comme on l'a vu sur la vidéo, c'est-à-dire des lieux où on va faire émerger des centres de formation qui répondent aux besoins des entreprises, les besoins qui ont été exprimés juste avant. Donc, c'est-à-dire que nous, on est né en 2013 et on a suivi l'évolution du mix énergétique en faisant émerger un premier centre de formation dans le nucléaire, un deuxième dans l'éolien offshore, en marge des plateformes qui sont actuellement en train d'être déployées. Donc, 4 champs éoliens offshore actuellement au large de la Normandie et qui sont en cours de déploiement. Et donc on est, ce que je vous ai pas dit, c'est ce qu'on était. En fait, on est des créateurs de parcours. Donc, on crée des parcours insérants pour les jeunes. Et pour créer ces parcours, eh bien, il faut des centres de formation. Et donc, on s'appuie sur des centres de formation pour y faire émerger de nouvelles thématiques. Et donc, à la suite de cette fameuse rencontre dans la pizzeria, où je n'étais pas, mais il y a eu une autre rencontre juste après. C'est un appel du pied aux dents, en fait, pour m'inviter dans une pizzeria. À la suite de cette fameuse rencontre, eh bien, effectivement, il y a un industriel qui est apparu sur le territoire, qui a été attiré par la Normandie, qui a été attiré, comme vous le disiez, Aude, il a été attiré par une terre d'énergie, en fait, parce que la Normandie, c'est d'abord 36 000 emplois dans l'énergie, et donc c'est important, c'est-à-dire que aujourd'hui, en Normandie, il y a des centres de formation, il y a des compétences dans l'énergie, parce que pour arriver à 36 000 emplois, il faut former les gens. Et donc, en fait, aujourd'hui, on peut se prétendre la terre d'énergie du mix énergétique bas carbone européenne, puisqu'on est le premier producteur européen d'énergie en termes de région, et la première région productrice d'énergie, pour être très exact. Et donc, aujourd'hui, cette Normandie, elle attire les industriels. Et donc, nous, on est un ensemblier, c'est-à-dire qu'on permet à des acteurs de travailler ensemble et de concevoir ensemble des parcours de formation, mais aussi de développer des plateaux de formation. Comme vous l'avez vu sur la vidéo, vous avez, ça se décrète pas du jour au lendemain d'aller créer un centre de formation dans le nucléaire où les jeunes travaillent dans les mêmes conditions que celles d'une centrale nucléaire. La même chose pour l'éolien offshore. J'étais la semaine dernière à Fécamp. Passer d'un bateau à une éolienne en mer, on m'a fait tester sur un bateau, on m'a fait monter sur une échelle. Je vous assure que moi je n'ai même pas fait. J'ai regardé et j'ai trouvé que c'était très très impressionnant. Et quand j'ai vu les jeunes en formation commencer à essayer il faut des équipements réels. On n'est plus dans l'équipement pédagogique, on est des équipements réels. Donc donc il y a 3 ans, suite à ce fameux restaurant et avec l'émergence de projets hydrogène en Normandie, a été constitué l'Hydrogène Academy, qui est un consortium constitué d'industriels de la région, de l'académie. Et donc au sein de cette Hydrogène Academy, on a œuvré pour la création de ce BTS maintenance énergie et fluidique, coloré hydrogène. C'est important parce que ça sécurise vos parcours. C'est-à-dire que si vous faites ce BTS-là, même si vous ne travaillez pas dans l'hydrogène, vous avez des compétences qui sont attendues, puisque ce BTS, entre autres, est un BTS qui fait partie des BTS recherchés et fait partie des métiers. Il vise à préparer aux métiers en tension dans l'énergie. Vous avez, au sein de cette formation, vous l'avez vu, comme l'a dit Monsieur Antoine, en fait, vous allez retrouver des équipements, en fait, qui sont des équipements, c'est des équipements pédagogiques, mais en fait, ce sont des équipements que vous retrouvez dans l'industrie. Donc, en fait, vous retrouvez dans une salle, il a parlé d'une salle ATEX, où il y a l'hydrogène.
Donc en fait, on fait du réel. Et si on fait du réel et si on fait du concret, eh bien, vous intéressez les entreprises parce que vous êtes prêts. Vous avez les compétences, à la fois les compétences métiers, les compétences d'attitude, les soft skills qu'on appelle aujourd'hui, et vous avez aussi une affinité. Enfin, vous avez aujourd'hui une fibre avec ces nouveaux métiers dans l'hydrogène, puisqu'aujourd'hui, ce que vous évoquiez, monsieur, c'était que en fait, ok, on part vers un mix, enfin le mix énergétique, c'est bien pour produire bas carbone. C'est produire bas carbone, c'est produire de l'électricité, mais tout ça, ça évolue très vite. Donc, en fait, vos parcours de formation, ce que vous faites au sein des établissements scolaires, ils doivent évoluer au fur et à mesure. Et donc, on aura besoin de nouvelles compétences. Vous évoquez du charbon, je crois. On n'apprend plus à un jeune aujourd'hui à remplir une cuve de charbon comme on a pu l'apprendre à des jeunes au début du siècle. Donc c'est cette évolution et donc ces métiers sont en perpétuel renouvellement. Enfin, c'est pas un renouvellement, mais ils sont en perpétuelle amélioration continue. Vous le disiez. Et donc les centres de formation doivent s'adapter et c'est notre rôle aujourd'hui. Alors. Merci. On voit bien que tout l'enjeu qu'il y a, puis on voit aussi que les métiers de l'hôtellerie-restauration contribuent largement à la transition écologique, puisqu'il y a des rencontres qui se font et qui ont mené à ça. Alors, un campus, quel est l'apport d'un tel campus pour la Normandie, en termes de visibilité, en termes de dynamique? À quoi un tel dispositif sert pour promouvoir les questions que vous portez à l'échelle nationale, voire internationale? Alors, donc nous, on crée des parcours. Donc, on est un lien entre les entreprises et les jeunes. C'est ça notre objectif. C'est que ces deux mondes se parlent et que les jeunes voient les perspectives qu'ils ont à rentrer dans ces parcours de formation. Donc, de ce fait, on crée des lieux qui sont incarnants pour la thématique, incarnant de la formation. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, sur le territoire, je crois que tout le monde a entendu parler de cette formation. Il y a une formation hydrogène. Et en fait, je vous assure que ça fait le tour de la Normandie. Moi, je vais à Cherbourg, je fais tout le tour de la Normandie et ça a fait écho. Donc, ça a fait écho, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est connue et que ces parcours-là sont bien identifiés, à la fois auprès des acteurs industriels, mais aussi auprès des jeunes. Donc, c'est facteur d'attractivité. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça permet aussi de créer des centres de formation. Moi, j'appelle ça une ruche de la formation. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans ces centres de formation, l'Hydrogène Academy, on doit être à peu près 12-14 aujourd'hui, je crois, 12-14 industriels dans l'Hydrogène Academy. C'est-à-dire que ces 12-14 industriels, eh bien, ils savent que cette formation existe. Vous parliez d'apprentissage. Vous nous poussez à ouvrir la formation d'apprentissage et nous on dit bah oui, on va l'ouvrir en apprentissage. Et vous allez au sein de cette formation, il y a des périodes de stage par exemple. Ces périodes de stage, vous savez qu'en back office, vous avez 12 entreprises qui potentiellement sont intéressées et donc peuvent vous accueillir en stage. Et à terme, dans cette formation, voilà, il y a un lien direct qui se fait entre les industriels et les professeurs qui interviennent, puisque c'est quelque chose qui a été co-construit. Donc voilà, donc c'est ce que j'appelle une ruche de la formation. Peut-être qu'il y aura des salariés demain qui pourront venir faire des démonstrations. Peut-être que voilà, tout ça c'est en construction sur ce territoire. Et on était, je sais que c'est votre question sur l'autre, mais en fait comme c'est du lien, nous on accompagne donc ces jeunes. On accompagne ces jeunes et là, c'était la semaine dernière, ils ont participé à une action qui s'appelle la Route des énergies, qu'on porte avec Normandie Énergie. Normandie Énergie, c'est une association qui rassemble 250 entreprises dans l'énergie sur le territoire. Et donc, avec Normandie Énergie, on organise la Route des énergies, qui est une rencontre entre les industriels et les jeunes. Et les jeunes de ce BTS, maintenance énergie et fluidique, coloré hydrogène, sont allés visiter l'entreprise Ariane Group, qui se situe à Vernon, qui est lui un gros consommateur d'hydrogène, puisque l'hydrogène permet de propulser les fusées.
Et donc là-bas, ils font des tests, donc ils utilisent beaucoup d'hydrogène. Et on a rencontré, et je vous le dis, hein, moi, je pas me cacher, ils parlaient déjà hydrogène, quoi, les jeunes qui étaient dans cette formation. C'est-à-dire que les questions, ils savaient déjà ce que c'était que la molécule. Enfin, c'était très intéressant, alors qu'ils sont en formation depuis quelques mois, 2 mois à peine. Donc voilà, on voit bien que c'est pas qu'une simple coloration, c'est rentrer dans une filière presque. Ils sont en train de rentrer dans une filière et ils sont englobés par les entreprises qui sont autour, qui sont prêtes à les accompagner dans les compétences et donc les recruter demain. Merci. Alors un petit quiz surprise là. Je ne sais pas de quel horizon et quelle discipline vous êtes dans la salle, mais est-ce que levez le doigt ceux qui avaient déjà entendu parler d'hydrogène? Bon, quasiment tout le monde, c'est bien. D'accord, parfait. Donc c'est bien. Vous avez ça confirme l'intérêt que cette technologie peut avoir. Je vais vous remercier tous les 4. Merci madame. Ah non, pardon. Non, je vais pas vous remercier tout de suite. Je vais vous demander, pardon, s'il y a des questions dans la salle. D'abord, évidemment. Donc, n'hésitez pas. Je pense que on vous fera circuler un micro. Est-ce qu'il y a des questions à adresser à l'une ou l'autre des participants à cette table ronde? N'hésitez pas, c'est le moment. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ou est-ce que ça mérite un petit développement, une petite explication supplémentaire? Une question. Oui, bonjour. Moi, ma question va être peut-être, mais assez simple. C'est souvent avec des technologies, on va dire, il y a le bon côté des choses. Donc moi, j'ai très bien saisi le bon côté de l'hydrogène et son intérêt, on va dire écologique. Est-ce qu'il y a des mauvais côtés, des freins identifiés, des choses sur lesquelles vous pensez que la filière votre filière doit se mobiliser? Enfin voilà, question très générale. Qui veut répondre? Moi, je vais répondre. Allez-y. Donc, la contrainte, le fait, c'est que l'hydrogène, c'est un gaz ténu. Et donc, dans tout système à hydrogène... Avec le micro un peu plus près, pardon, de votre bouche. Il y a des problèmes de fuite. Donc, par rapport à ça, il y a une norme d'installation pour les équipements hydrogène. Et il y a des contraintes d'habilitation pour les personnes qui interviennent. Donc, en fait, il y a toute une réglementation autour de l'hydrogène qui est relativement lourde, qu'il faut connaître. Il faut la connaître, il faut savoir agir. Je pense que c'est pas un frein, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire pour intervenir. Donc notamment par rapport au banc hydrogène qu'on est en train de mettre en place, il faut que les élèves aient absolument l'habilitation électrique BR. Il faut absolument qu'ils aient l'habilitation ATEX niveau 2. Voilà. Ensuite, nous, sur l'installation, il y a des contraintes particulières. Par exemple, les évents. Les évents doivent absolument monter au-dessus du bâtiment. Donc le bâtiment, c'est 14 mètres de haut quand même. Donc là, il y a une discussion entre les responsables du bâtiment de la région, les personnes qui doivent installer les équipements, tout ça. Donc il y a quand même ce qu'on appelle environnement, sécurité. Il y a quand même de grosses compétences là-dedans à avoir. Merci. Monsieur Paquet, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je veux juste dire que en fait, c'est un vecteur énergétique émergent dans notre vie quotidienne. Parce que l'hydrogène, c'était, pour l'instant, c'était comme vous le disiez, Aude. Voilà, la pétrochimie s'en servait. Bon, il y avait les fusées, mais dans notre vie quotidienne, on n'utilisait pas l'hydrogène en fait. Et donc, à part les zeppelins, il y a quelques années. Mais demain, on le voit, hein, il y a des bornes de recharge hydrogène pour des véhicules hydrogène qui sont apparus en Normandie. Et donc, vont arriver avec ces bornes de la mobilité. Donc c'est demain. Voilà, ça veut dire des emplois aussi pour demain. Et puis donc là, l'hydrogène va être dans notre quotidien et on va se rendre compte effectivement de tous ces paramètres qui rentrent en compte. Et je crois en premier, au-delà de ça, c'est la mobilité lourde. L'enjeu de l'hydrogène, c'est la mobilité lourde. C'est d'avoir des camions à hydrogène qui circulent et il y a de beaux projets en Normandie. On peut être assez fiers. Il y a plusieurs projets en Normandie, dont des camions des projets de mobilité qui nous laissent penser que tout ça va s'accélérer très rapidement.
mais ça ne touchait pas encore nos. C'est tout nouveau en fait dans la vie de tout le monde, alors que c'est quelque chose qui est utilisé depuis très très longtemps et dont on n'a pas conscience. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose? Il y a un autre frein, c'est le frein économique, ça coûte cher. Pour le moment, un bus à hydrogène, c'est 700 000 euros. Madame Imbert. Oui, alors, merci, parce que du coup, j'ai pas grand chose à rajouter. Effectivement, il y a des enjeux autour de la sécurité. Donc ça, c'est un enjeu industriel. Donc effectivement, comme l'a rappelé Monsieur Paquet, dans les sites industriels, c'est bien connu. Il y a un certain nombre de normes à suivre, de formations à suivre et de compétences techniques et d'habilitation à avoir dans ces sites. Mais c'est dans l'ensemble des choses qui existent déjà et sur lesquelles il faut travailler et se former. Après, dans le quotidien, là, effectivement, là aussi, il y a des adaptations. C'est une nouveauté qui arrive dans cet espace public. Donc, ça peut aussi apporter de nouvelles contraintes, des choses qui sont parfois déjà en place, parfois en cours d'installation. Il y a des enjeux. Là, si on quitte l'aspect formation-emploi, il y a effectivement aussi des enjeux économiques autour de l'hydrogène et notamment de l'hydrogène renouvelable. Mais voilà, comme pour toute nouvelle technologie finalement. Une dernière intervention avant de passer. Il va y avoir des impacts à tous les niveaux. Je vais vous donner un exemple. Si on arrive sur de la mobilité lourde, donc des camions à hydrogène qui circulent sur les routes, imaginons un accident, les pompiers qui interviennent. Donc les pompiers vont devoir être formés. Il me semble qu'une flamme d'hydrogène, ça ne se voit pas. Voilà. Donc comment détecter cette flamme-là? Comment intervenir? Donc en fait, c'est une nouvelle énergie et il va y avoir un impact sur tous les aspects de notre société. Merci pour vos témoignages. Merci à tous les quatre. On peut vous applaudir. Merci. D'accord. Alors on me signale que la plupart, si ce n'est tous, les intervenants ont un stand dans les espaces extérieurs à la salle de conférence, donc n'hésitez pas, après la conférence, de vous y promener. Pour la deuxième thématique de cette conférence, la thématique déchets environnement, je vais donc appeler Madame Audrey Sergent de l'entreprise Binapi, Monsieur Séverin Roland de Veolia Déchets, Monsieur William Guillard de Clip Ressourcerie, et Monsieur Yves Mascard de Fibois Normandie. Vous les connaissez ou? Ouais. Merci d'être présent. Donc je vais commencer par vous. Donc là on est sur une thématique différente, mais qui est également une thématique à fort potentiel pour les problématiques et les enjeux de la transition écologique. Donc la thématique déchets et environnement. Et nos quatre invités vont nous en parler. Alors, Monsieur Mascard, je vais commencer par vous. Vous êtes représentant de Fibois. Je vais vous laisser vous présenter. Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je travaille pour Fibois Normandie. Donc Fibois Normandie, c'est une association, l'association interprofessionnelle de la filière forêt-bois en Normandie. Donc, pour dire en deux mots ce qu'est cette association interprofessionnelle, c'est donc à la base une association en fait, d'entreprises, de professionnels qui souhaitaient avoir en fait un endroit pour discuter entre eux des problématiques liées notamment à la ressource bois. Et après, cette association, elle a aussi un rôle de représentation de la filière, à la fois auprès du grand public pour la faire connaître, à la fois aussi auprès des pouvoirs publics. Et aussi un rôle pour essayer de faire monter en compétence la filière forêt-bois et pour permettre effectivement, comme je disais, aux différentes parties prenantes de cette filière de se rencontrer, de discuter des problématiques, on va dire, liées à la ressource bois, parce qu'en fait, la filière bois, c'est très large, hein, ça va de ce qu'on appelle, nous, l'amont forestier, donc c'est tout ce qui se passe en forêt, la sylviculture, le bûcheronnage, voilà. Puis après, c'est l'industrialisation des produits, les scieries, les entreprises industrielles, et puis après on a la construction bois, le bois énergie, donc voilà, la question de l'énergie nous intéresse aussi, et puis la question, voilà, aussi après des déchets, du réemploi, de la fin de vie. Il y a beaucoup d'acteurs divers, et puis
bon, voilà, au quotidien, le charpentier, il n'a pas forcément l'occasion de discuter avec le propriétaire forestier. Et ils ont des problématiques qui sont pas les mêmes, mais au final, le charpentier, il utilise quand même le bois qui vient d'une forêt. Donc c'est quand même intéressant que ces gens-là puissent se rencontrer et discuter, et c'est un peu notre vocation chez FIBOA Normandie. Voilà. Merci. Donc, alors, est-ce que vous pouvez nous dire, pour le public qui est dans la salle, est intéressé évidemment par les questions de la transition écologique, donc en quoi la filière bois peut répondre aux enjeux de la transition écologique? Oui. Alors, moi, ma conviction, évidemment, en travaillant chez FIBOA Normandie, c'est que la filière bois, c'est un acteur majeur pour répondre aux questions de transition écologique, pour plusieurs raisons. Mais on va dire la principale, c'est que le bois, en lui-même, c'est un matériau renouvelable. L'arbre, quand on le coupe, il peut repousser. Et quand il repousse, il capte du CO2. Donc c'est vraiment, d'un point de vue transition écologique, on est quand même pas mal. Alors après, évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas tout couper, etc. Ça, c'est des questions effectivement qui sont internes à la filière. Mais on a, avec le bois, un vrai levier pour impacter, on va dire, les pratiques et les rendre plus éco-responsables, voilà, d'une manière générale. Voilà. Et alors après, il y a des usages vraiment très spécifiques sur lesquels le bois peut être une vraie réponse. Nous, notamment, on pense que le domaine de la construction, par exemple, c'est un domaine dans lequel le bois a vraiment une place importante à prendre pour permettre cette transition écologique, mais aussi plus généralement dans l'industrie et aussi dans l'énergie à son petit niveau, parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas alimenter en énergie un pays comme la France uniquement avec du bois, mais il y a des cas quand même où c'est pertinent et où là aussi la filière bois peut répondre à des problématiques de société dans ce cadre de transition écologique. Voilà. Merci. La ressource bois est donc une ressource renouvelable. Est-ce qu'elle est renouvelable, de manière illimitée? Est-ce qu'elle est, elle est limitée, parce que vous avez un peu abordé la question? Oui, on peut en parler un peu. En fait, oui, elle est renouvelable, j'allais dire, de façon quasiment illimitée, parce qu'en fait, comment fonctionne un arbre, on va dire, basiquement, c'est il prend de l'eau dans le sol, il prend du CO2 dans l'atmosphère, et avec l'énergie de la lumière, il crée de la matière organique. Donc, en fait, il crée de la matière organique voilà, à partir du CO2 et de l'eau. Donc, il n'y a pas besoin de grand-chose. Après, cependant, les arbres, il faut quand même un sol sur lesquels ils poussent, donc il faut être quand même un peu précautionneux sur ce qu'on fait. Il peut y avoir des problématiques liées, par exemple à l'acidité des sols, à des sols qui sont plus ou moins drainants en eau, le tassement des sols. Il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention, on va dire, en forêt. Mais cela dit, la ressource forestière en France, elle existe, elle est importante. Donc nous, le chiffre qu'on donne généralement sur la forêt, c'est qu'elle est en croissance depuis 200 ans. Voilà, ça fait 200 ans que la forêt française croît. Et l'ordre de grandeur général, c'est qu'on prélève actuellement en France 60% de l'accroissement annuel de la forêt. Donc ça veut dire qu'on ne prélève pas tout l'accroissement de la forêt. Alors après, évidemment, il y a différents types de croissance forestière. Tout n'est pas forcément du bois exploitable pour de la construction ou pour de l'énergie. Il faut regarder un peu plus dans le détail, mais le chiffre général donne quand même confiance, on va dire, dans l'avenir, en se disant qu'il y a quand même une marge de progression pour le bois à tous les niveaux, parce qu'il y a de la ressource et qu'on ne l'exploite pas à son plein potentiel. Voilà. Alors, parlez-nous un peu des métiers, des métiers du bois. Quels sont ces métiers? Oui, alors les métiers du bois sont assez variés, puisque comme je l'expliquais, la filière forêt-bois, ça va de la forêt jusqu'à des usages finaux type construction, industrie, ameublement, etc. Et puis vous avez toutes les transformations intermédiaires. Vous avez aussi ce qui est les métiers liés, on va dire, on appelle ça nous la trituration. C'est les métiers du papier, de l'emballage, des panneaux de particules. Et puis vous avez aussi donc des métiers liés au bois énergie. Alors à la fois il y a le bois bûche qu'on crée pour les particuliers qu'on identifie bien, et puis tout ce qui est aussi valorisation des déchets justement, qui est également dans les métiers du bois. Alors les métiers du bois, ce sont des métiers qui recrutent globalement, quasiment à tous les niveaux de la chaîne. Nous, on a les entreprises adhérentes nous font savoir qu'elles manquent de personnel et qu'elles ont du mal à recruter. Vous entendez le message, les métiers du bois recrutent. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir après faire un tour si vous voulez sur mon stand. Il y a des plaquettes qui expliquent un peu mieux toutes les formations qui existent. Mais elles recrutent aussi, par ailleurs aussi, il faut l'entendre, à tous les niveaux de formation. Donc à la fois des ouvriers, j'ai envie de dire polyvalents, par exemple dans des usines, Ça peut être aussi des ouvriers un peu plus qualifiés, avec des compétences plus spécifiques, par exemple en charpente ou pour travailler en forêt. Et donc voilà, il faut des vraies compétences et une vraie formation. Et puis vous avez par exemple dans les bureaux d'études structure bois ou dans les bureaux aussi d'ingénierie sur les réseaux de thermique liés au bois énergie, vous avez aussi besoin de gens qui vont avoir des compétences, j'allais dire bac+2, bac+3, des ingénieurs, il y a tous les niveaux de formation, ça manque dans quasiment toutes les entreprises de la filière. Donc il y a du boulot.
pour tout le monde. Donc c'est une filière qui, elle aussi, recrute et est amenée à recruter oui, alors j'allais vous de dire, plus en plus. D'autant plus que, alors on a une nouvelle réglementation là dans le bâtiment qui va passer, donc qui s'appelle la réglementation environnementale 2020, qui va rentrer en application là en janvier 2022, et qui, c'est la première fois là, prend en compte les émissions de CO2 et impose en fait des objectifs en termes de, on va dire, d'émissions de CO2 pour les limiter quand on conçoit et qu'on construit un bâtiment. Et donc, dans ce contexte, les matériaux biosourcés, c'est-à-dire donc le bois principalement, mais c'est aussi la paille, le lin, le chanvre, mais notamment le bois, ont une place importante à prendre. Et ça, il est certain que ça va intensifier, on va dire, le fonctionnement de la filière bois dans son ensemble. Et donc, on va avoir, sans aucun doute, besoin de récolter plus de bois dans les forêts. Mais quand on coupe un arbre, 100% du bois ne finit pas dans la construction. Donc, ça veut dire qu'il va aussi falloir développer les métiers qui sont liés aux usages des autres parties finalement de l'arbre qui vont pas finir comme bois d'œuvre. Et donc, oui, non seulement elle recrute, mais elle est très certainement amenée dans les années qui viennent à recruter encore plus. Encore plus. Et c'est un vrai défi pour nous. Voilà. Donc c'est un message important aussi pour vous qui êtes dans la salle. Merci. Je vous en prie. Je vais passer la parole à Monsieur Roland, Monsieur Séverin Roland, de Veolia Déchets. Je vais vous laisser vous présenter avant d'engager la discussion. Eh bien, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est pas toujours facile de parler des métiers du déchet. On a parlé de l'hydrogène, le bois. Le déchet fait pas toujours rêver, et pourtant, il y a tellement de choses à y faire. Alors moi, je suis Séverin Roland, je travaille dans le groupe Veolia. Veolia, qui est un groupe français présent à l'international sur tous les métiers de l'environnement, donc l'eau, le déchet, l'énergie. Et moi particulièrement, je suis en charge de la performance pour les métiers de collecte et de traitement des déchets pour la région Normandie. Merci. Alors, première question, les déchets, avant, on avait coutume de les brûler ou de les enfouir, et dorénavant, on fait différemment. Et comment on fait aujourd'hui avec les déchets? Alors, avant de parler de la nouvelle façon qu'on a d'aborder la gestion des déchets et la transition qui est aujourd'hui en cours, je voulais revenir sur deux chiffres qui me paraissaient assez justes et qui m'interpellent, en tout cas sur notre gestion des déchets. En 2019, la Terre a épuisé ses propres ressources naturelles au 29 juillet. Ça veut dire que en 2019, et ça n'a pas tellement changé en 2021, depuis le 29 juillet, on puise dans les réserves. Et si on fait ça tous les ans, à un moment donné, il n'y a plus de réserve. Donc on a un problème sur la gestion de nos matières premières. Le deuxième chiffre que je vous ai mis sur l'écran, c'est qu'en 2050, a priori, en volume, il y aura plus de déchets que de poissons dans la mer. Et ça, c'est deux sujets qui m'interpellent et qui ont interpellé plein d'autres personnes, et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, tous ensemble. C'est qu'il faut aborder cette transition. Les pouvoirs publics l'ont aussi bien en tête et ont, par un certain nombre d'incitations fiscales ou des prises de position politiques, ont cherché à modifier ces sujets-là. Et nous, dans les groupes qui traitons des déchets, on a cherché à avoir une nouvelle approche. Et je dirais, avant, dans le déchet, comme vous le disiez, on collectait et on détruisait des déchets. On traitait les déchets, voilà, il fallait s'en débarrasser, ça avait peu de valeur, on s'en débarrasse, on les traite. Aujourd'hui, on a une approche qui est complètement inversée, qui est de dire, quand on part de ce postulat que nos ressources naturelles s'épuisent, qu'on a besoin de décarboner notre énergie, eh bien, posons-nous la question de ce qu'on peut faire de nos déchets. Et c'est toute la démarche qui a été engagée dans le groupe Veolia depuis quelques années maintenant, c'est de se dire, est-ce que à la sortie, à la fin, au bout de la filière, est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé par le produit que j'ai entre les mains? Et quel est le chaînon manquant qu'il y a dans qui manque aujourd'hui dans cette chaîne pour que je puisse transformer un déchet que je récupère, quelle que soit la source, en un produit qui est intéressant pour un industriel, pour une collectivité, soit en matière, soit en énergie. Et donc on a ces deux priorités qui sont dorénavant fixées, qui est de dire comment est-ce que je transforme mes déchets en matière première secondaire, quel industriel à la sortie est intéressé par ces matières. C'est bien de les avoir, mais s'il n'y a personne que ça intéresse, ça sert à rien, ça nous reste sur les bras. Je regarde le bout de la chaîne.
qui est intéressé par ma matière, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour la transformer, où est-ce que je vais aller la chercher. Et c'est valable sur les matières premières secondaires, dont le but c'est bien d'arrêter d'épuiser la planète en matière vierge, non renouvelable, hein, je ne parle pas du bois bien évidemment, ou en énergie, puisqu'aujourd'hui, et ça a été dit précédemment, on a quand même une source d'énergie qui est majoritairement carbonée sur l'utilisation de gaz, l'utilisation de pétrole, donc énergie fossile. Comment est-ce que mon déchet, que je n'arriverai pas à réutiliser en matière, comment est-ce que je le transforme en énergie? Donc c'est les deux priorités que sont fixées le groupe pour aborder cette transition au niveau du déchet. Et l'idée, c'est de l'aborder peut-être avec un exemple concret. Alors, effectivement, j'allais vous interpeller sur un exemple concret. Et vous allez nous parler du recyclage des meubles. Oui. Parce que vous allez voir qu'on fait, avec les meubles, beaucoup de choses. Si la diapo pouvait être remise. Alors, les meubles, merci. C'est un sujet qui, je pense, parle à peu près à tout le monde, puisque chacun en a. On est assis dessus. On est tous assis dessus. Il y a encore quelques années, on va dire avant 2014, les meubles, ça finissait dans les bennes d'encombrants. Vous alliez à la déchetterie, vous aviez une benne d'encombrants, vous mettiez le meuble, et en fonction des outils qu'avait la collectivité, ça finissait en incinération, en enfouissement. Alors que quand on regarde un meuble, qu'est-ce qu'il y a? Du bois, de la ferraille, des métaux, on va dire, métaux ferreux, non ferreux, des plastiques. Si vous m'amenez un canapé, vous avez de la mousse, vous avez du textile. Et tout ça, finalement, ça a de la valeur. Ça a une vraie valeur. Donc la question qui a été posée au début des années 2010, à la fois au niveau de l'État et des partenaires industriels, c'est comment est-ce qu'on fait pour aller valoriser les meubles que chacun consomme, et de plus en plus, parce que je pense qu'il ne vous aura pas échappé, qu'on a de moins en moins d'armoires normandes qui font 5 générations dans nos salons, et qu'on est de plus en plus sur du meuble dit jetable, entre guillemets. On a aussi changé de mode de consommation sur les meubles. C'est construit à Oissel, donc Seine-Maritime, hein, pas loin de Rouen, un centre de tri en 2014 qui aujourd'hui est dédié au recyclage des meubles. C'est le plus gros centre de tri qui a été construit sur cette filière qui réceptionne à peu près aujourd'hui 75 000 tonnes de meubles, dont 55 000 tonnes proviennent de toutes les collectivités industrielles normands, ce qui veut dire que c'est 55 000 tonnes qu'on a arrêté d'aller mettre en incinération ou en enfouissement. Et l'objectif de ces nouvelles unités de tri, donc c'est ce chaînon manquant dont je parlais tout à l'heure, pour aller transformer un déchet qu'on a au départ en quelque chose qui peut servir à la clé, nous permet d'extraire du bois, des métaux, des plastiques, et ce qu'on appelle CSR, c'est un combustible issu du déchet, combustible solide de récupération, qui a pour vocation d'alimenter des chaudières, industrielles ou collectives, en remplacement d'énergie fossile. Et c'est un exemple qui est assez parlant parce qu'on voit sur le slide, 95% d'un meuble est aujourd'hui recyclable. Donc ce serait une erreur que de ne pas aller vers ce type de processus et d'aller chercher toute la matière qu'il y a dedans, parce que à la sortie, on a des industriels qui ont besoin de récupérer ces matières pour les introduire dans leur processus. Et ça nous amène aujourd'hui à avoir un certain nombre de projets, à la fois des projets énergie qui vont... je vous prends un autre exemple. Dans l'Eure, on a 3 industriels, de la pharmacie notamment, industrie pharmaceutique, qui utilisent de la vapeur dans le processus de fabrication de leurs produits. Aujourd'hui, ils ont des chaudières charbon ou des chaudières gaz. L'un des projets phares qu'on a en ce moment, c'est comment est-ce qu'on peut développer des nouvelles unités de création de vapeur industrielle, à partir de déchets, pour aller remplacer le gaz ou le coke. Ce type de projet, on en a 3, 4, 5 dans la région, et on en a aussi sur des nouveaux procédés d'extraction de matière. Je vous prends aussi un simple exemple. Quand vous prenez une brique alimentaire, Tetrabrique, Tetra Pak, vous avez à l'intérieur un espèce de léger film aluminium qui est très fin, qui est collé avec du plastique. Aujourd'hui, on a du mal à recycler cette partie-là. Toute la partie fibre est récupérée pour faire du coton. Et il nous reste ce résidu aluminisé et plastique qu'on n'arrive pas à récupérer. Aujourd'hui, on a des systèmes, des brevets étrangers notamment, mais qui nous permettent de mettre en place
chez les industriels qui produisent ce type de déchets, des outils nous permettant de reséparer les matières et d'avoir l'aluminium d'un côté, le plastique de l'autre, la fibre en troisième lieu, et ça génère une quantité astronomique de déchets en moins que l'on enfouit encore aujourd'hui dans le département. Donc on voit bien que c'est un enjeu fort. Donc la problématique des déchets est un enjeu fort. Est-ce que vous pouvez rapidement nous parler de vos métiers, caractéristiques, et si vos conditions de recrutement, et si vous êtes dans une activité qui recrute, qui a besoin de professionnels? L'environnement recrute. Veolia recrute, continue à recruter, et je dirais on a tous les types de métiers. On a parlé tout à l'heure de mobilité. Bien évidemment, dans nos métiers, on a aussi la collecte. Et dans nos métiers aujourd'hui, on commence en R&D à travailler sur les collectes à hydrogène. Ça, c'est des choses qui sont anecdotiques d'aujourd'hui, qui vont être nécessaires dès demain. Donc, on a des sujets R&D. Et on a, après, dans tous nos métiers, que ce soit collecte ou industrie, tout le panel de métiers. À la fois des métiers peu qualifiés, et on a au sein du groupe une notion de formation interne. On passe beaucoup par de l'alternance. On a des campus de formation pour faire évoluer en interne le personnel. Donc à la fois des métiers peu qualifiés, et je reprendrai ce qu'a dit Aude Imbert tout à l'heure, où on recherche beaucoup de compétences comportementales. On a besoin de gens curieux, de gens investis, de gens sérieux, de gens responsables. Et des fois, effectivement, ça prend le pas sur la qualification initiale. Après, on a besoin de tous les métiers qualifiés à tous les niveaux, hein, à la fois en énergie, en maintenance, en conduite d'installations industrielles, et puis on a tous les métiers de l'encadrement, métiers managériaux, etc. J'en profite avant de terminer pour dire qu'on est aussi sur un métier qui cherche réellement à se féminiser. Donc les femmes ont, c'est pas un métier qui naturellement est attirant, et on a un manque cruel de profils féminins dans nos équipes. Et je profite de cette tribune pour vous dire que on cherche réellement à féminiser aussi le groupe. C'est un message fort, hein, donc je dirais même que les femmes ont presque plus de chances aujourd'hui d'être embauchées parce que c'est des métiers qui sont accessibles à tous et aux femmes en particulier. Et je tenais à le préciser parce que on cherche à le revendiquer aussi aujourd'hui. L'annonce est faite. Merci. Merci, Monsieur Roland. Donc, on va poursuivre avec Madame Audrey Sergent de l'entreprise Binapi. Et je crois qu'il y a une petite vidéo pour présenter votre entreprise juste avant de vous présenter. Donc, Madame Sergent,
il y a de l'énergie dans vos poubelles, hein, c'est ce qui était indiqué. Donc, Exactement. on va en parler. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement votre entreprise, même si on a compris ce que vous êtes? Donc bonjour. Donc moi, je fais partie effectivement de l'équipe Binapi que j'ai rejoint il y a 1 an. Et je suis guide composteur et en charge particulièrement de la partie sensibilisation. Voilà. Donc dès qu'il y a une école, une cantine scolaire qui veut se lancer dans l'aventure du tri des déchets alimentaires, je les accompagne en fait. Donc là, on a un bel exemple aujourd'hui puisque on a des élèves du lycée Pierre de Coubertin qui sont dans la salle. Et c'est un lycée qui a démarré le tri des biodéchets au mois de septembre à la rentrée. Et donc on les a accompagnés dans cette démarche-là. On a formé des éco-délégués au tri des biodéchets. Ils ont installé des tables de tri à la cantine. Et ensuite les élèves font eux-mêmes le tri à la fin de leur repas. On a formé l'équipe cuisine, l'équipe plonge, parce que il y a un circuit du déchet ensuite dans l'établissement. Et donc nous on vient les collecter 1 fois la semaine. On vient collecter les déchets alimentaires du lycée. D'accord. Alors, juste avant de entrer un peu plus dans vos activités, est-ce que vous pouvez nous parler de la façon dont s'est créée l'entreprise? Parce que je crois qu'elle est portée par des valeurs et qu'elle est le fruit d'un engagement particulier. Oui. Comment s'est créée l'entreprise Binapi? Alors, le Binapi a 4 ans maintenant. Donc, c'est une histoire de reconversion professionnelle. Donc, Maëlys et Ophélie sont les 2 fondatrices de Binapi. Donc Maëlys était infirmière, Ophélie journaliste, et dans leur mode de vie, dans leur vie personnelle déjà, ils avaient opté pour un mode de vie plus respectueux de l'environnement, et circuler en vélo cargo. Elles ont fait des efforts pour réduire leurs déchets à la maison, et elles ont eu envie d'aller plus loin dans la démarche et d'en faire un projet professionnel, de convertir toute la Normandie à cet effort collectif. Donc elles ont monté Binapi. Voilà. Donc c'est une rencontre entre 2 femmes il y a 4 ans. Alors, revenons à vos métiers. Quels sont vos métiers spécifiques qui sont liés à votre activité, et quels sont les besoins que vous avez pour accompagner le développement de votre entreprise, puisqu'on imagine bien que c'est un développement qui va croissant? Oui. Donc aujourd'hui, nous sommes 7 chez Binapi. Donc on a les métiers de la communication. Nous avons la partie développement commercial, puisque notre objectif c'est d'être connu sur toute la Normandie. Et puis donc ça c'est la communication, le commercial, ce sont des métiers qu'on retrouve dans d'autres entreprises. Ensuite en spécificité, on a tous les métiers de la logistique mais liés aux déchets. On a un chauffeur collecteur, donc vous avez vu dans la vidéo le camion, notre camion qui roule au GNV. Donc on a Mehdi qui fait les collectes, qui est autonome, qui gère ses tournées, qui les optimise. On a un partenariat avec Tout en vélo. Donc là, on est sur de la cyclo-logistique, qui est quand même quelque chose d'assez récent, qui est un mode logistique, un mode de transport qui est adapté au centre-ville. On parle de mobilité douce. Donc les gens sont toujours surpris par le vélo, mais en fait, un vélo a une capacité de transport, de port de charge qui est assez important. On peut monter sur du 250-300 kilos. Avec des vélos électriques, bien sûr. Donc c'est totalement adapté pour collecter des restaurants, par exemple, de centre-ville. Voilà. Donc la cyclo-logistique. Et puis nous, on a un métier qui est important chez nous, c'est toute la dimension sensibilisation, pédagogie. On a un fort accent sur cette partie-là, puisqu'on accompagne. Le but c'est que les personnes soient accompagnées dans leurs gestes de tri, qu'ils comprennent pourquoi ils le font, qu'ils sachent ce qu'on fait de leurs déchets alimentaires. Et puis après de viser l'autonomie. Un lycée, après, il faut qu'il y ait des ambassadeurs de tri au sein du lycée, par exemple, et qui, quand ils se posent la question, est-ce que tel déchet on peut le mettre, pas le mettre, ils sachent eux-mêmes répondre. Donc on forme aussi des ambassadeurs de tri dans les établissements.
Donc voilà, la dimension pédagogique, elle est vraiment très centrale et transversale chez Binapi. On réfléchit à ce que nos supports de communication, notre matériel, nos poubelles soient à la fois ludiques, esthétiques, pratiques. Voilà. Donc c'est important. Donc le déchet devient glamour, c'est un peu ça? Oui, c'est ça. On essaye. Binapi, c'est la poubelle joyeuse. La poubelle joyeuse, d'accord. Alors justement, c'est quoi le ou la candidate idéale pour rentrer dans votre entreprise? Qu'est-ce qu'il faut qu'il ait, outre des spécificités de savoir-faire liées au métier et à l'emploi, mais est-ce qu'il faut qu'il ait des qualités ou qu'il ait des qualités particulières? Moi, aujourd'hui, ce qui nous fédère dans l'équipe, c'est notre engagement, en fait. Moi-même, c'est une reconversion professionnelle. Donc, on a tous ce point commun, en fait, d'un moment avoir voulu trouver du sens dans notre travail. Et donc c'est un des points aujourd'hui, je pense, qui nous rassemble, qui fait venir des personnes chez Binapi. C'est de cette sensibilité écologique, l'envie de participer au développement durable, à l'économie circulaire. Donc ça, c'est un point très très important. Ça va être notre moteur à tous. Après, on adore le travail en équipe, donc ça. Je pense qu'il faut avoir envie aussi de partager ça avec nous. Et puis après, la partie compétences, ça s'acquiert aussi. Là, je vous parlais d'histoire de reconversion professionnelle, donc ça veut dire qu'on a tous appris aussi un petit peu sur le tas. Ensuite, on se forme beaucoup. Donc moi, j'ai suivi une formation sur le compostage pour votre guide composteur. L'étape d'après, c'est d'être maître composteur. Donc c'est des connaissances sur la biologie des sols. Parce que nous, nos déchets alimentaires, le but, c'est qu'ils deviennent une ressource, soit à travers l'énergie via la méthanisation ou le compostage. Donc, il faut savoir comment on produit du compost, comment on peut s'en servir ensuite pour fertiliser les sols. Donc voilà, ce sont des connaissances à acquérir, mais qui peuvent se faire dans un second temps. Donc voilà. Donc, beaucoup de formations continues, oui, exactement. Et en continu. Oui. D'accord. Merci pour votre témoignage. Et puis, pour finir sur cette thématique, je vais interpeller Monsieur William Guillard, donc de Clip Ressourcerie, mais on a une petite vidéo aussi pour présenter votre activité. Si j'avais un message à faire passer aux consommateurs, ça serait merci de prendre en compte notre planète. Clip Ressourcerie est une association loi 1901, agréée atelier chantier d'insertion, dont la mission est de proposer des activités à des personnes en difficulté d'emploi dans des activités de réemploi recyclage. Alors les valeurs sont les valeurs d'égalité de traitement, les valeurs d'équité au regard de la loi et notamment du Code du travail, aussi tout ce qui est valeur autour de l'environnement et de l'impact environnemental territorial, puisque notre objectif, c'est de réduire les déchets sur le territoire Caux-Vallée de Seine. On est monté progressivement, puisque la ressourcerie a démarré à 3 collaborateurs, et aujourd'hui, nous sommes 59 en tout. Nous sommes un acteur de l'économie circulaire, où les gens peuvent faire, par le biais de dons, des objets ou du textile dont ils n'ont plus usage, dans un but à la fois d'être soit réemployés, soit recyclés. La crise sanitaire a été facteur de plein de projets innovants. À la demande de Cosenaglo, nous sommes lancés dans la production de masques certifiés, donc avec une réorganisation totale de l'activité, puisque d'une filière de réemploi-recyclage, on est passé à une filière de production de masques, qu'on a pu notamment faire bénéficier les collectivités Cosenaglo et le département de la Seine-Maritime, puisqu'on a produit à peu près 75 000 masques durant cette période. Deuxième point important, c'est ce qui se passe derrière moi, c'est à l'initiative des salariés en insertion, il y a eu cette volonté de se diversifier dans les offres de vente et la création d'un click and collect avec des lives Facebook. Je pense que c'est tout un écosystème local qui se bat à la fois pour son territoire, ses habitants dans le cadre de l'emploi, la gestion des déchets qui, je pense, aujourd'hui, tout le monde en a conscience, est une des priorités nationales à prendre en compte.
Donc, Monsieur Guillard, vous êtes présenté dans la vidéo, mais redites-nous en 2 mots qui vous êtes. Donc, William Guillard, je suis directeur de cette belle structure qui est Eclipse Ressourcerie, où, comme les autres collègues, on essaye d'intervenir sur cette notion qu'est le déchet, et en gardant à l'esprit que l'acteur principal, c'est le citoyen, c'est l'humain, et que ça me fait très plaisir d'être à côté d'un grand groupe tel que Veolia et d'entendre ce que j'ai pu entendre tout à l'heure, puisque si je peux me permettre l'expression, elle est un peu cavalière, mais on tire dans le même sens, et c'est ça qui est important. Alors, vous faites partie d'un réseau, vous allez nous lire, et qui me fait penser qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui de l'intérêt du recyclage des déchets pour répondre aux enjeux du développement durable. Donc, comment cette prise de conscience, elle se traduit? Alors, aujourd'hui, il y a un réseau national des ressourceries qui vient tout juste d'évoluer, puisqu'on a eu une assemblée générale extraordinaire la semaine dernière, puisque les ressourceries, c'est ce qu'on appelle des acteurs multiflux. Aujourd'hui, on a ouvert et on va aller vers les ressourceries recycleries, qui elles sont généralement sur des monoflux. Alors, pour les non-initiés, c'est selon la caractéristique des objets, soit on accueille plusieurs typologies d'objets, et vous verrez, on utilise plus le mot objet que déchet dans notre jargon. Donc aujourd'hui, en 2020, c'était 175 adhérents au réseau national des ressourceries, ce qui représente quand même 4763 salariés sur le territoire national et un engagement bénévole de 3500 bénévoles actifs. Quand on parlait de citoyens et d'humains au cœur du projet, vous allez voir que même ici en local, on a la chance aujourd'hui, grâce au soutien de la région, du département, de l'État et de Cossen Aglo, dont je salue Madame la Présidente, aujourd'hui d'avoir 71 collaborateurs. Vous voyez, ça a été tourné l'année dernière. On a déjà eu un effet d'augmentation de postes de 12 collaborateurs en l'espace d'1 an, et les perspectives sont plutôt bonnes. Et on a actuellement 18 bénévoles actifs au sein de la ressourcerie, et notamment un conseil d'administration engagé, puisque ce sont des citoyens du territoire et des élus du territoire complètement bénévoles qui pilotent tout ça et qui nous donnent les grandes lignes. Alors, donnez-nous quelques chiffres concrets là pour nous donner à voir l'impact des ressourceries sur le traitement des déchets. Alors, je peux vous donner un focus au niveau de la Normandie, puisque je suis vice-président du réseau normand des ressourceries et des acteurs du réemploi. Aujourd'hui, sur la Normandie, avec les 13 ressourceries recensées dans notre réseau, on a évité près de 10 000 tonnes de déchets sur le territoire normand. 10 000 tonnes. Derrière tout ça, ce sont plus de 600 emplois. Donc, vous voyez l'impact. Tout à l'heure, monsieur parlait au niveau de Veolia que le déchet est une ressource. On est en plein dedans, quoi. On est dans le concret. Alors, effectivement, monsieur est plus sur l'axe industriel et entreprise. Nous, on est plus sur l'axe humain, et chaque euro gagné est réinjecté dans le projet. Et que, effectivement, nous, en local, aujourd'hui, sur l'année 2020, malgré la crise Covid, malgré l'arrêt des activités pendant un certain temps, on a pu collecter plus de 500 tonnes d'objets, donc de déchets divers dont les gens pouvaient se débarrasser. Et tout ça est retourné dans des filières, soit de réemploi, vous l'avez vu, on fait autre chose avec l'objet où on le remet en état, soit vers du recyclage, et tout ça, à 91% de ces 500 tonnes, ont trouvé un nouvel objectif, et donc on a fait que 9% de déchets ultimes sur ces 500 tonnes collectées. Donc il y a un vrai enjeu effectivement sur le développement durable. Quelles sont les perspectives de développement de ces activités en termes d'emploi et de métier? Alors, le développement, toujours au niveau normand, sont des données que je maîtrise plutôt bien. Aujourd'hui, il y a 10 projets en cours sur les territoires normands, 10 nouveaux projets, 10 volontés d'aller vers à nouveau une ressourcerie. Et puis, on se rend compte que quand on lit un peu la presse, quand on suit un peu les activités du déchet, il y a plein de filières qui sont en train de se développer. Il y a une très grosse filière qui va voir le jour, je pense, c'est la filière du bâtiment. À titre personnel, j'ai dans ma famille un entrepreneur dans le bâtiment et qui me disait, alors je vais être très cavalier, mais ils sont bien gentils,
Mais moi, si ça continue, il va falloir que je mette un gars pour trier uniquement les déchets. Et ça, c'est une réalité, je pense, qui va impacter de plus en plus les entreprises. Et je pense que ces métiers du déchet, ils vont effectivement émerger et qu'il va falloir se pencher sur des filières, des nouveaux métiers, parce que c'est une prise de conscience, hein, elle dure depuis un petit moment. Sauf que là, on est dans le dur, on est dans le concret. Et comme on dit dans notre jargon, il faut mettre les mains dans le cambouis et il va falloir y aller. Donc on l'a compris, petit à petit et dans un horizon proche, toutes les entreprises auront un référent déchets, ou en tout cas peuvent avoir un référent déchets. Je pense que ça se terminera comme ça. Nous, aujourd'hui, on travaille en étroite collaboration avec des grands groupes, notamment dans le domaine du bricolage, que je ne citerai pas, mais qui aujourd'hui cherchent des opportunités justement pour prendre en charge cette volonté du réemploi et de la nécessité de recycler, de traiter leurs déchets. Nous, à notre niveau, aujourd'hui, on est en train, avec le réseau national, de créer un métier. Ça s'appelle technicien du réemploi. Ce métier, on est en train de le faire certifier au niveau des instances représentantes de la formation professionnelle pour adultes, parce qu'on est convaincu justement qu'il y a des passerelles à faire vers le monde de l'entreprise marchand ou classique, comme on peut l'appeler. Et tout ça, donc on est en train de le travailler via un dispositif qui s'appelle la FEST, la seconde formation en situation de travail. Donc on va être le premier territoire, si ça passe en France, à mettre en place ce dispositif. Donc c'est un projet que je travaille avec des collègues de Clips Formation qui sont aussi sur le territoire de l'agglo. Je l'entendais tout à l'heure, la filière hydrogène, donc un territoire engagé, investi. Sachez qu'aussi, nous, à notre petite échelle, localement, on va amener des réponses pour cette problématique qu'est le déchet. Alors c'est intéressant, parce que ça veut dire que on est passé et on passera de l'emploi au métier. Donc il y a bien des métiers du recyclage. Il va y avoir de plus en plus de métiers qui seront certifiés par des formations professionnelles. Alors, ma dernière question, ce sera pour évoquer les ressourceries au sens plus large, c'est-à-dire en quoi les ressourceries sont autre chose qu'un acteur économique, dans leurs valeurs, dans ce qu'elles portent. Alors, je peux pas tous venir vous inviter à venir dès maintenant nous rejoindre, mais c'est un lieu de vie. Une ressourcerie, c'est un lieu de vie, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de partage. Je vous parlais de bénévolat. On accueille aussi plein de jeunes dans le cadre de PMSMP avec la mission locale, où ça peut être une première expérience professionnelle. Sont des terrains d'engagement aussi. Alors là, avec le lycée Coubertin, on travaille notamment sur certains flux de déchets avec le lycée Coubertin, mais on a déjà mis en place d'autres actions avec d'autres lycées du territoire autour de tout ça, et que effectivement aujourd'hui on a la chance, et les jeunes qui sont dans le public ne le connaissent peut-être pas, on a la chance d'être reconnus pour pouvoir accueillir des jeunes dans le cadre du dispositif TOPLA, qui est un dispositif départemental qui permet aux jeunes de 16 à 25 ans de bénéficier d'un chèque de 400 € contre 40 heures de bénévolat pour mener un projet. Donc j'en profite, il y a plein de jeunes dans la salle là. Je pense que c'est quelque chose aujourd'hui, l'engagement bénévole, une fois qu'on y a mis le doigt dedans, si ça plaît, on reste. Voilà. Et que aujourd'hui, on a plein de retraités, issus de grands groupes tels que Exxon et autres, Renault, qui ont aussi cette envie de transmettre des compétences et qui donc sont au quotidien à côté de nos collaborateurs. Merci. Donc vous le voyez, c'était un témoignage, mais aussi un appel. N'hésitez pas, notamment pour les jeunes qui sont dans la salle, à user de ces dispositifs. Merci de votre témoignage. Je vais laisser la parole au public si il le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions à poser, des précisions à faire apporter, des compléments dans le public? Alors on me dit que il est tard parce qu'on a dépassé, mais on avait commencé un peu plus tard que prévu. Donc s'il n'y a pas de questions, il me reste plus qu'à vous remercier. À vous remercier à remercier le public d'être venu, et merci aussi aux élèves qui sont restés. Certains de vos camarades n'ont pas eu votre patience, mais merci à vous qui êtes restés.